Bonjour, bienvenue dans Mediapart. Aux États-Unis, les primaires démocrates vont démarrer en Iowa le 3 février et elles vont marquer le début d'une année électorale cruciale pour les États-Unis qui va s'achever par l'élection présidentielle durant laquelle Donald Trump remettra en jeu son mandat. À cette occasion, on vous propose plusieurs entretiens autour des forces politiques en présence. On va parler dans cette émission des Républicains et avec moi pour ce faire deux journalistes, Harrison Stetler pour commencer, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour plusieurs titres américains depuis la France et Mathieu Maliodex qui travaille pour Mediapart depuis les États-Unis et dont on profite de la présence pendant quelques jours ici. Alors Mathieu, je vais commencer avec toi à propos d'une actualité qui va nous amener au cœur du sujet puisqu'on enregistre cette émission le 28 janvier pendant que le Sénat mène le procès en destitution de Donald Trump qui est accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction. Les faits réunis sont assez accablants et pourtant, comme tu l'as bien expliqué déjà dans Mediapart par écrit, les Républicains qui ont la majorité au Sénat, on le rappelle, a priori vont totalement épargner Trump. Oui, c'est une histoire écrite depuis le début, c'est-à-dire que l'impeachment aux États-Unis, c'est toujours un processus très politique. C'est pas un processus qui est gravé dans la Constitution. C'est pas quelque chose c'est toujours quelque chose qui a une dimension très politique. Donc, c'est pas très étonnant que finalement, à la fin, le Sénat, qui est à majorité républicaine et qui décide dans la procédure d'impeachment, acquitte le président. Oui, les démocrates le savaient bien. Voilà, ils l'ont fait pour deux, trois raisons. Simplement, ce qui est incroyable quand on regarde quotidiennement ou le plus possible les débats autour de l'impeachment, ce qui est assez fascinant, et je pense que là vraiment c'est le premier, il n'y a pas eu beaucoup de procès d'impeachment dans l'histoire, mais y compris si on compare par rapport au dernier, la force et je dirais la mauvaise foi absolue avec laquelle les Républicains défendent Donald Trump. Et c'est le cas en ce moment au Sénat. C'était le cas particulièrement à la Chambre des représentants en décembre, quand il y a eu donc les démocrates qui ont montré un certain nombre de preuves, disant très concrètement que Donald Trump avait fait pression sur le président ukrainien pour obtenir en Ukraine une enquête sur Joe Biden, un de ses principaux adversaires à la primaire, dans le cadre de la primaire démocrate pour la présidentielle. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment les éléments sont constitués dès le début. C'est-à-dire que la Maison-Blanche, dès le début de l'histoire, a publié elle-même une retranscription téléphonique qui prouve que les démocrates ont raison. En fait, voilà. Tout ça est très clair. Donald Trump a fait pression. Les démocrates ont décidé là-dessus, c'est leur liberté d'ouvrir une procédure d'impeachment. Voilà l'histoire. Elle tient en deux lignes. Et derrière, c'est assez fascinant de voir comment les républicains, à la Chambre des représentants notamment, ont tenté de construire une sorte de réalité parallèle c'était bizarre quand vous regardiez ces auditions parce qu'en fait, il y avait les démocrates qui déployaient un certain nombre de preuves, d'éléments, d'auditions, etc. Et en face, les républicains qui sortaient des tableaux, qui prenaient des éléments et semblaient dérouler des faits qui semblaient un peu incohérents, comme ça, on ne comprenait pas très bien ce qu'ils faisaient, ils faisaient des coups d'éclat à la télé, etc. Et en fait, c'est peut-être une façon de continuer un peu sur ce dont on va parler sur le Parti républicain plus généralement. Pour bien comprendre ce qui se passait, il fallait regarder Fox News le soir ou quelques heures après. Et en fait, vous voyez que les éléments avancés par les républicains, qui paraissaient complètement incohérents quand vous les regardiez comme ça, en direct sur les chaînes d'infos en direct ou sur le site du Congrès américain, en fait prenaient tout leur sens parce que les éléments dont parlaient les élus républicains étaient en fait le début de mensonges éhontés ou de théories du complot qui ensuite étaient déroulées sur les chaînes d'information, notamment Fox News, la chaîne ultra conservatrice, pour tisser un véritable monde parallèle, un récit parallèle. Et c'est la force de ce parti, justement, d'avoir
comme ça, réussi à constituer au fil des décennies une réalité complètement parallèle. Non, mais ce qui est fou, parce que quand tu parlais de ça, de réalité parallèle, on voit très bien depuis la France que Trump fait ça tout le temps. Ouais. Ça a été assez bien décrit, mais là, du coup, on a l'impression que c'est le parti républicain dans son entier qui a été Trumpisé, entre guillemets, et c'est d'autant plus frappant qu'en 2016, quand même, Trump est un outsider. Au début, les élites du parti républicain ne veulent pas de lui. Ou même, il était détesté par une grande partie des anciens, des grands cadres du parti républicain, de l'élite éditoriale, disons des intellectuels conservateurs, pas forcément les intellectuels, disons, médiatiques chez Fox News, mais le vieux cadre de l'élite républicaine dans les magazines, je pense au National Review par exemple, l'ancien magazine fondé par William F. Buckley. Mais juste pour ajouter à l'analyse de Mathieu, je pense, oui, on peut effectivement parler d'une... Trump, il se trouve mis en cause par un procès. Et ça, on peut dire, c'est une énorme faille dans sa position politique. Mais en vrai, observer ce qui se passe maintenant, je pense qu'on devrait aussi parler du fait que tout ce qui se passe en ce moment, d'une certaine manière, montre le fait que Trump, il a gagné complètement la bataille interne du Parti républicain. On parle aujourd'hui de peut-être 4 sénateurs républicains qui vont basculer dans le procès au Sénat. Mitt Romney, à Utah, qui est le sénateur de Utah, qui a toujours été un sénateur ou une figure importante du Parti républicain opposé à Trump. On parle aussi de Lisa Murkowski à Alaska, toujours quelqu'un de ce qui reste de l'aile libéral du Parti républicain, ou encore de Susan Collins à Maine. Mais en vrai, je pense qu'il faut retenir de la suite ou du procès jusqu'ici, c'est qu'en vrai, Trump se trouve très puissant dans sa position politique au sein du Parti républicain. Et il parie sur ce fait. Alors du coup, je continue avec vous, Harrison. Si on essaye, au-delà du procès, de décrire idéologiquement ce qu'est le Parti républicain aujourd'hui, au-delà de la figure de Trump, si on doit employer des termes génériques idéologiques, comment on le définit, ce Parti républicain aujourd'hui? Alors, qui est un des 2 plus grands partis aux États-Unis. Hein. C'est un des pays les plus bipartisans du monde. Quoi. Alors, je pense que d'une certaine manière, c'est une question... je ne veux pas dire que c'est une question mal posée parce que ça invite à toute une éventail de contradictions de dire qu'est-ce que c'est idéologiquement le Parti républicain. Je pense même depuis les années 50, quand on regarde l'histoire longue du Parti républicain, il y a des contradictions internes à ce qu'est le Parti républicain. Mais aujourd'hui, alors vous avez plusieurs tendances qui essaient de définir ce que sera le Parti républicain. Moi, je pense notamment, il y avait une conférence qui s'est déroulée cet été à Washington, qui c'était la conférence inaugurale du mouvement dit national conservateur, qui s'est réuni en mi-juillet, plein d'été, et vous aviez à la fois les anciens cadres du mouvement intellectuel conservateur autour notamment du National Review, qui incarnent un peu cette vieille fusion du libertarianisme, emprunté de Hayek, de Milton Friedman, c'est-à-dire il faut avant tout défendre le marché. Et tous les aspects de la vie. Oui, dans tous les aspects de la société. Et vous aviez aussi cette vieille tendance, disons, traditionnelle, soit paléoconservateur, qui va dire que le mouvement conservateur se doit de défendre les valeurs dites traditionnelles. Mais vous aviez aussi au sein de cette conférence un nouvel mouvement qui réclame un certain nationalisme économique. Donc c'est eux qui vont dire que l'État se doit de défendre l'intérêt petits hommes, du petit peuple blanc, des États de Missouri, d'Alabama, du centre du pays. Donc, définir idéologiquement, je pense qu'il y a une lutte, justement, pour définir ce que sera la droite américaine. Je pense qu'il y aura toujours des contradictions, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui vont dire on doit défendre le marché libre. Mais ils vont, je crois, faire une alliance avec des gens qui vont réclamer certains accords avec une tendance plutôt protectionniste. Ouais, et plus nationaliste, on comprend. Oui. Mathieu, je te pose la question de façon un peu grossière, mais pour aider aussi à s'y repérer avec les repères qu'on a en Europe et en France. Est-ce que le Parti républicain aujourd'hui, qu'on a associé à la droite, voire au centre-droit à une époque aux États-Unis, est-ce qu'il n'est pas carrément devenu une forme d'extrême droite ou de droite radicale, comme on la connaît aujourd'hui en Europe, ce qu'on appelle aussi les nativistes chez nous? Pour moi, c'est très clair que le Parti républicain aujourd'hui, dans ce qu'il exprime, en tout cas dans ses dirigeants, dans la direction, la conduite
conduite politique est donnée par Donald Trump, mais aussi par les gens qui peuplent l'administration de Donald Trump, c'est-à-dire le secrétaire d'État, par exemple, Mike Pompeo, ou le vice-président Mike Pence, ou d'autres membres de l'administration, sont à la fois des plutocrates, sont à la fois des... Les plutocrates, on explique. Donc, des plutocrates, ce sont des gens qui sont souvent très riches et qui servent les intérêts des plus riches. C'est le cas de plusieurs membres de l'administration de Donald Trump, son secrétaire d'État au Trésor, Donald Trump lui-même, son secrétaire d'État au logement. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont fait de l'argent et qui, en général, sont nommés pour détruire les administrations qu'ils sont censés gérer. Par ailleurs, ce sont des gens qui sont, pour ce qui est de Mike Pompeo, le secrétaire d'État, pour ce qui est de Mike Pence, des ultra-religieux, des protestants ultra-religieux, ultra-conservateurs qui veulent la fin de l'avortement aux États-Unis tel qu'il se passe depuis 1973, qui veulent la condamnation, la mise à l'écart des LGBT. Et ce sont aussi, je pense, et c'est pour ça que pour moi je place ces gens très à l'extrême droite, par rapport notamment à nos critères ici en France. Hein. Ce seraient des gens qui, dans le paysage français, sont extrêmement à l'extrême droite. C'est quand même une administration peuplée de gens qui seraient une série d'Éric Zemmour avec des cheveux blonds, pas de cheveux, voilà. Et surtout, si cela me paraît important, c'est parce qu'en fait, tout simplement, la base est racialisée. C'est-à-dire que la question de leur politique, ils sont conscients que leur base électorale est très majoritairement blanche, qu'elle est aussi assez rurale, mais elle est aussi urbaine et par ailleurs aussi très riche dans les grands centres urbains, donc il ne faut pas non plus généraliser, mais en nombre, c'est vrai qu'elle est plutôt rurale et plutôt blanche, plutôt ultra-religieuse, et que cette question de la race est centrale. La base électorale aujourd'hui du Parti républicain et tous les messages envoyés à la base du Parti républicain par les élus républicains qui on voit au chapitre au sein du Parti républicain, sont des messages à caractère racial, plus ou moins évidemment, d'ailleurs assez souvent en mode codé, hein, pour ne pas provoquer, pour ne pas tenir des propos ouvertement racistes, mais une grande partie de la rhétorique que Donald Trump déploie toute la journée est une rhétorique nationaliste, nativiste, d'extrême droite, codée. Mais quand il dit à des élus hispaniques ou venus de Somalie de rentrer dans leur pays, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour savoir de quoi il parle. Ouais. Harrison Stetler, on vous avait invité également parce que vous avez publié un texte chez nos confrères d'AOC, justement sur ce moment-là que vit le Parti républicain. Vous parlez d'un renouveau de la droite, lourd d'implications pour l'avenir de la démocratie américaine. Vous dites finalement Trump sera un personnage passager de cette histoire. À partir de quand vous le notez ce renouveau? J'ai l'impression que vous prenez 2008, on pourra le dire de la gauche d'ailleurs aussi, mais 2008 est un moment clé pour vous de basculement vers ce que vient de décrire Mathieu. Oui, tout à fait. Je peux en regarder maintenant, depuis 10 ans, l'histoire écoulée dans la politique américaine. Ça doit nous faire rire le niveau d'optimisme qui est arrivé au moment de l'élection d'Obama. Moi, je pense notamment, il y avait une bande dessinée dans le New York Times, un cartoon dans le New York Times qui montrait Obama dans la figure d'un Franklin Roosevelt. Il y a ce fameux portrait de Roosevelt quand il arrive au pouvoir aux années 30 pour inaugurer le New Deal. Ouais. Et vous avez Obama dans la figure de Roosevelt. Et bon, l'image était censée évoquer une nouvelle ère progressiste. Oui, une nouvelle ère de domination progressiste, alors qu'en vrai, si on regarde ce qui s'est passé au sein du Parti républicain, justement à cette époque, on voit déjà la stratégie du Parti républicain qui a une méfiance totale à l'égard des institutions de la démocratie pluraliste et représentative. Moi, je pense à un moment clé dans ce qui est devenu la stratégie du Parti républicain ces 10 dernières années. Il y avait une conférence très importante que Mitch McConnell, qui aujourd'hui, on n'en parle pas beaucoup en dehors des États-Unis, mais aux États-Unis, je pense qu'on peut dire que c'est le deuxième homme le plus puissant aux États-Unis. Et c'est le leader du Sénat du Parti républicain. Et lui, il a convoqué tous ses collègues républicains en conférence au printemps 2009 pour, d'une certaine manière, ébaucher la stratégie de ce qu'allait être le Parti républicain pendant le premier mandat d'Obama, ce qu'il voulait en faire un président à un seul mandat. Et la stratégie, c'était opposition totale à chaque politique, à chaque initiative du président.
avec la stratégie de miner à la légitimité du président. Et sans compter, pardon de vous interrompre, et sans compter qu'il y a peu de temps après, il y a le Tea Party qui surgit aussi. Bah justement, la stratégie, c'était de faire en sorte qu'il y a une méfiance qui se crée à l'égard du Parti démocrate, du président. Mais je pense en même temps, on ne peut pas faire tomber tout le mal sur le Parti républicain parce que en même temps, nous, la gauche américaine doit aussi, on doit se soumettre à une certaine autocritique à l'égard de la confiance qu'on s'est mis en Obama en 2008. Il est clair que, à considérer ce qui est devenu sa politique, il ne se voulait jamais être en fait un deuxième Roosevelt. Il avait une... Ouais. Mais alors, je vous interromps parce que moi, dans mon souvenir, justement, au moment où Obama a été élu par 2 fois, quand même, il me semblait lire dans la presse à l'époque que les républicains disaient quand même, va falloir qu'on élargisse notre coalition électorale, que nous, on devient minoritaire dans le pays, il faut qu'on soit plus populaire auprès des hispaniques, pourquoi pas auprès des noirs, c'est pas normal qu'on soit si peu, qu'on les représente si peu. Et alors, j'ai l'impression qu'il y a eu aussi un retournement dans votre texte. Vous soulignez que finalement, pour les républicains les plus durs, ils voient changer justement la composition démographique, culturelle de leur pays. Et finalement, ils se disent il faut qu'on défende ce qui devient la minorité, blanche et chrétienne, à tout prix, y compris contre la démocratie. Bah justement, il y avait dans le stylage de l'élection en 2012 où Mitt Romney a perdu face à Obama pour son 2e mandat, vous aviez un rapport rédigé au sein du Parti républicain qui justement appelait au parti de s'ouvrir aux minorités aux États-Unis. Je pense qu'il est clair depuis à considérer les 8 dernières années, comme vous avez dit, c'est pas du tout la stratégie qu'a pris le Parti républicain. Justement, je pense que leur stratégie maintenant, c'est en fait ils parient. Il faut diviser l'électorat du pays et même si on reste avec une minorité, c'est la minorité avec laquelle on va gouverner. Moi, je pense qu'il y avait un article qui était très renommé au sein de la droite juste avant l'élection de 2016. Et l'article, c'était dans un revue de droite qui s'appelle The Claremont Review of Books. Et c'est par un figure, Michael Anton, qui a passé quelques mois au sein de l'administration Trump. Et le titre de l'article, c'est The Flight 93 Election, l'élection du vol 93, en référence à cet attentat en 2001 du vol qui allait de New York à Pennsylvanie. Et la métaphore du parti, de cet intellectuel de droite, c'est que nous, la droite américaine, la position dans laquelle nous sommes, il a comparé aux passagers de ce vol avant qu'il soit tombé, avant qu'on le crache. Et la comparaison qu'il fait, c'est que maintenant c'est le moment, est-ce qu'on va préserver la République américaine telle qu'on l'a aujourd'hui? On se fait voler notre pays, il faut... Oui, il faut complètement la garder et arracher. Mathieu là-dessus? Non, il faut juste remettre dans le contexte, pour les gens qui nous regardent, que les États-Unis, à partir de 2042, je crois, deviennent un pays où les minorités vont être plus importantes que les blancs. C'est dans la tête, dans un État dans un pays qui est très polarisé, très polarisé et par ailleurs historiquement construit sur une ségrégation et un racisme et l'esclavage, etc., structurel et voilà, fondamental. C'est quelque chose qui est vertigineux pour des gens qui, comme la plupart de la base républicaine, se sentent objectivement menacés dans leur propre pays, c'est-à-dire menacés de survie pour leur survie personnelle et surtout leur existence, ce qu'ils considèrent être leur mode de vie, un mode de vie basé sur un certain nombre de pratiques religieuses, un mode de vie basé sur une sorte de culture du voisinage comme ça où tout le monde se ressemblait. Là, leur monde est complètement menacé. Et il y a 2 choses qu'il faut bien comprendre, c'est en effet, je suis complètement d'accord avec Harrison, c'est que en ce moment, ils tentent de verrouiller démocratiquement, à tous les niveaux, ce pays. Alors, et donc, ça passe par quoi concrètement? En ce moment, se joue une bataille très importante pour savoir si la mutation politique du pays se traduit politiquement par, en gros, une réorientation progressiste des États-Unis dans les 10, 20, 30 prochaines années, ou si la stratégie des républicains, qui consiste depuis, en gros, une grosse dizaine d'années, on va dire, à cadenasser les institutions américaines à tous les niveaux pour s'assurer de leur domination politique et institutionnelle dans
dans un pays qui, par ailleurs, électoralement ou démographiquement change, c'est ça la bataille en cours. Donc, par exemple, ça passe par quoi? Très simplement, eh bien, aujourd'hui, pourquoi les républicains aiment beaucoup Donald Trump, par exemple? C'est parce que, même s'ils le détestent personnellement, tous les républicains que vous voyez sur le terrain, les électeurs, ils vous disent « j'aime pas ses tweets, ce ne serait pas mon ami », etc. Sauf qu'ils votent pour lui et qu'ils sont très contents de ce qu'il fait. Même s'il est vulgaire et que vraiment, ça va pas du tout. Mais en fait, ils s'en foutent. Parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il a réorienté la Cour suprême à droite, ce qui fait qu'en fait... La plus haute instance juridictionnelle. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent espérer que peut-être dans quelques années, juste la question de l'avortement sera observée aux États-Unis par ces juges désormais à majorité conservatrice, que la question de la discrimination positive dans un pays qui repose sur l'esclavage, c'est quand même assez un petit enjeu quand même. C'était une bataille énorme des années 60. Que dans quelques mois, par exemple, les jeunes sans-papiers, les 700 000, ce qu'on appelle les Dreamers, que Obama avait, auxquels il avait donné un statut, qui sont des jeunes Américains en fait, mais qui sont nés de parents étrangers, qui n'ont pas de statut. Obama leur a donné un statut, la Cour suprême va regarder leur cas. C'est 700 000 jeunes Américains. Et évidemment, voilà, hispanique ou évidemment. Donc c'est vertigineux. Pareil, il a nommé plein de juges dans les cours fédérales. Donc eux, très concrètement, c'est eux qui ont des check and balances sur des contre-pouvoirs sur les décisions de l'administration, puisque aux États-Unis, il y a à chaque fois que l'administration prend une décision, il y a beaucoup les juges derrière qui regardent, qui annulent des décisions, etc. Autre chose qu'ils essayent de faire, par exemple, c'est tout simplement de cadenasser le vote. Donc dans les États, vous avez toutes sortes de mesures pour le redécoupage électoral, imposer des mesures pour s'inscrire sur les listes électorales très compliquées. Qui défavorisent les pauvres, voilà, les minorités. Ou récemment, ce qu'on a vu en Floride, par exemple, mouvement intéressant en Floride, je finis juste par là. L'an dernier, un grand référendum en Floride pour faire en sorte que les anciens prisonniers, les gens qui avaient fait de la prison, qui se trouvaient être plutôt, puisqu'il y a eu une criminalisation des minorités très importante aux États-Unis à partir des années 90, que ces gens-là puissent voter. Ça concernait plus d'1 million de personnes. C'était un grand référendum qui a eu lieu en Floride l'an dernier. Et ben là, la majorité républicaine en Floride, qui par ailleurs est un État toujours très important dans les présidentielles, la majorité républicaine en Floride a décidé de fortement limiter la décision populaire, tout simplement en décidant qu'il fallait que ces prisonniers remplissent certaines conditions pour pouvoir effectivement bénéficier de ça. Donc à chaque fois, la tentative est de verrouiller, de cadenasser les avancées démocratiques parce qu'ils savent que c'est leur seule perspective de se maintenir politiquement. Il y a juste aussi une dernière chose rapide, mais il faut le dire, c'est que le Sénat américain, qui verrouille lui aussi le système institutionnel du Parlement américain, est complètement inégalitaire, représente de façon extrêmement démesurée les petits États, puisque chaque État a 2 sénateurs, quelle que soit sa taille, et que sa population, pardon, et que du coup cette disproportion est amenée à s'agrandir, puisque de plus en plus de gens vivent dans quelques États côtiers, et donc vous avez la Californie par exemple qui a 40 millions d'habitants, qui a toujours 2 sénateurs, comme un État, les plus petits États qui ont 600 000 ou 1 million d'habitants aux États-Unis. Harrison, si vous voulez réagir, et je vous pose la question qui est un peu prospective, je m'en excuse, mais est-ce que du coup vous craignez une vraie dérive autoritaire qui, à partir des institutions a priori démocratiques, cadenasse, verrouille le jeu politique pour les années à venir? Alors, je pense qu'il n'aura même pas besoin d'une certaine dérive autoritaire. Comme vous avez remarqué, les institutions héritées de la Constitution américaine sont déjà... vulnérables à cette capacité. Oui, ils sont déjà tout à fait prometteurs en ce qui sera un gouvernement minoritaire. Vous avez remarqué le Sénat, et les statistiques sont tout à fait hallucinantes à l'égard du Sénat. On verra, il y avait un article dans le New York Times ce week-end qui a remarqué le fait que d'ici quelques décennies, il y aura 15 États, c'est-à-dire qui sera doté de 30 sénateurs au Sénat, mais au sein de ces 15 États, ce sera 70% de la population américaine. Donc 70%. Donc une majorité de la population oui. En minorité au Sénat. Oui, il n'aura que le vote. Très forte minorité. Une déconnexion totale avec la réalité politique. Au Sénat. Et en même temps, cette manière de faire la vote aux États-Unis, ça a aussi un impact sur le collège électoral. C'est lui aussi un système tout à fait disproportionnel en termes du vote. Donc depuis l'élection de Bush en 2000,
C'est-à-dire, on a eu 5 élections présidentielles. Les républicains ont remporté à la Maison-Blanche 3 fois, mais n'ont que gagné la vote majoritaire une seule fois de George Bush sur sa réélection en 2004. En 2004, oui, parce qu'on rappelle quand même que Trump n'a pas eu une majorité des voix. Il a eu une majorité de grands électeurs, mais ce n'était pas une majorité en voix. On va peut-être terminer en prenant un peu de recul historique, y compris pour ceux qui essayent de comprendre la part d'inédit qu'il y a dans la situation qu'on vit. Est-ce que c'est vraiment une rupture qu'on vit aujourd'hui? Parce que quand on fait l'histoire des États-Unis au XXe siècle, les années 60-70 sont une période où on commence à parler des fameuses guerres culturelles, donc les débuts de la polarisation du pays, et c'est les débuts où le Parti républicain voit ses bases territoriales et sociologiques qu'a décrites Mathieu, c'est-à-dire les zones suburbaines, rurales, blanches, plus les milieux favorisés, qui commencent à se cristalliser dans ces années-là pour les décennies qui nous mènent jusqu'à aujourd'hui. Donc, ma question c'est, est-ce qu'il y avait déjà les débuts de ce qu'on vit aujourd'hui dans les années 70? Est-ce qu'on a encore d'autres antécédents historiques? Comment vous le lisez sur le temps long? Oui, moi je pense qu'une des erreurs de la manière dont, disons, la presse centre-gauche aux États-Unis aborde la situation actuelle, c'est qu'eux, ils vont dire non, en fait, on vit aujourd'hui un moment particulièrement, bien sûr, on vit un moment particulièrement menaçant à l'égard de la démocratie américaine, mais une autre analyse, et l'analyse juste, je pense, va se dire, dès l'origine du mouvement conservateur américain, aux années 50, aux années 60, on voit justement les tendances, les réflexes, la perspective, l'égard sur la situation américaine qui achemine directement à Trump, à mon avis. C'est une réaction contre les revendications d'égalité qui progressent depuis les années 50-60. Moi, je pense par exemple, si on regarde, il y a un fameux mémorandum qui a été signé par un juriste républicain, conservateur, disons, en 1961. Et c'est le fameux Powell Memo qui a été rédigé et envoyé aux chambres de commerce américaines, un des plus hautes think tanks conservateurs. Et dans ce mémo, qu'est-ce qu'il dit? Il y a une crise profonde dans le système américain et nous, ceux qui défendent ce qu'il appelle le système américain, on est en proie à une révolte de la population américaine. On est en train de perdre la population qui se détourne des vieux valeurs de la civilisation américaine. Et il faut une opposition de longue haleine contre cette révolution d'en bas. Et moi, je pense, ce qu'on devrait voir, c'est que toutes les idées que Trump incarne, c'est en actualité juste une radicalisation de cette vieille tendance du mouvement conservateur. Mathieu, je te laisse réagir là-dessus. Non, là-dessus, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que les républicains, depuis 40 ans, les conservateurs, avec les nuances dont on a parlé, prennent le pouvoir au sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de la fin des années 70, on va dire, mais c'était déjà le cas avant, ils commencent à quelques-uns à réfléchir à comment regagner l'hégémonie politique aux États-Unis et comment mener la guerre culturelle. Et je trouve que c'est une leçon intéressante pour non seulement expliquer ce qu'est Donald Trump, parce que Donald Trump est l'aboutissement complètement carnavalesque, grossier, mais en même temps, cette grossièreté, cette vulgarité fait qu'en fait tout ça se fait accepter finalement assez bien, parce que c'est tellement ridicule que ça paraît complètement aberrant et que du coup, on ne pose plus vraiment la question fondamentale de ce que ça représente. Mais Donald Trump représente l'aboutissement grotesque, mais tout à fait logique, de quelque chose qui a commencé il y a 40 ans. Et très vite, c'est quoi? C'est l'alliance des milieux d'affaires néolibéraux, avec les milieux ultra-religieux, c'est tout ce qu'on appelle la moral majority, qui décide de réorienter idéologiquement et de réorienter religieusement les États-Unis. C'est le lobby des armes,
qui à ce moment-là, à l'époque, crée une sorte de culte autour du second amendement du port d'armes, qui aujourd'hui est devenu identitaire de l'identité républicaine, ce n'était pas du tout le cas il y a 60-70 ans. Il crée un écosystème médiatique avec des chaînes de télé créées à l'époque. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les républicains ont pris la question du pouvoir très au sérieux, et je crois que pour le coup, c'est une question extrêmement contemporaine et extrêmement actuelle, notamment à un moment, et dans tous les pays, à un moment notamment, où la gauche aujourd'hui, par exemple, se dit comment je contre ce qui se passe, comment on contre ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, les républicains ont véritablement tenté de construire une machine politique et culturelle qui leur permet de construire une hégémonie politique. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est la fin de ça, et que Donald Trump est l'affirmation finale et le chant du cygne de ça. Peut-être qu'aujourd'hui aussi, et c'est plus inquiétant, et on verra dans quelques mois si Donald Trump est réélu, par exemple, ce sera un premier bon indice, peut-être que les républicains ont déjà réussi à verrouiller tellement le système politique américain que peut-être c'est compliqué de changer cette dynamique et de redémocratiser les États-Unis aujourd'hui, en tout cas à court terme. Ce sera l'enjeu des prochains mois, et c'est assez inquiétant en vérité. Et il s'avère aussi, c'est l'enjeu aussi qui divise, disons, la gauche américaine. C'est la question que j'allais vous poser, je vais vous laisser développer. Mais est-ce que finalement, on va en parler dans une autre émission, mais est-ce que on a évoqué tout à l'heure Joe Biden, qui est plutôt l'aile mainstream, centriste, ou l'aile droite du Parti démocrate, est-ce que les gens autour de lui, opposés à Sanders ou Elizabeth Warren, sont pas un peu les héritiers du consensus, non pas ultra-religieux, mais quoique, mais en tout cas néolibéral des années 80 autour de la personnalité de Ronald Reagan, et qui sont au fond un rempart très très fragile, comme on l'a vu avec Hillary Clinton d'ailleurs, face à des gens comme Trump et à cette orientation politique-là? Tout à fait. Les figures comme Biden, Clinton, toute cette génération des partis démocrates, eux, ils sont arrivés au pouvoir au sein du parti au moment où il y avait une véritable crise stratégique au sein de la gauche américaine. Le mémoire... Chaque fois qu'on voit Sanders monter dans les sondages, par exemple, on brandit la menace de ce qu'a été la candidature de George McGovern en 1972. Quand il perd face à Nixon. Quand il perd face à Nixon. Et il y a toute une génération des démocrates... Une candidature très à gauche. Hein, oui. Qui disent, en fait, la culture politique du pays, c'est à droite. Et il faut qu'on fait avec. Et justement, le pari de Sanders, c'est que non... Si on veut vraiment monter une opposition à Trump, ce qui est devenu le Parti républicain, il faut justement faire bouger les lignes de ce qui est devenu le champ politique américain. Et non, je pense qu'il y a une véritable angoisse qui s'est installée au sein de l'élite démocrate quant à ce qu'il peut faire dans les États-Unis. Et d'une certaine manière, je pense que la lutte au sein de la gauche américaine, c'est autour de cet regard sur le pays. Très bon, on va terminer là-dessus, parce que justement, ça ouvre un nouveau chapitre qui est celui de l'opposition démocrate et de l'opposition de gauche à Donald Trump. Je vous remercie tous les deux pour cet entretien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse découvrir les autres entretiens vidéo sur Mediapart et sur notre chaîne YouTube.